Vous pourriez me parler de l'époque où sur Plélan-le-Petit, il y avait des tirailleurs noirs qui étaient prisonniers. Oui, c'était une époque, les Sénégalais qui travaillaient sur la commune, sous les Allemands, ils défrichaient des landes en allant sur l'Angadian. Et donc, ils dormaient où est maintenant la salle des fêtes, mais c'était un petit réduit qui faisait 5-6 mètres de large, peut-être 7 mètres, vingtaine de 20 à 25 mètres de longueur, et c'était en parpaing et couvert en fibrociment. Et des petites fenêtres qui étaient à hauteur d'homme à 1 mètre, 1 mètre 10, mais personne ne pouvait sortir par la fenêtre. C'était des petites fenêtres qui étaient rectangulaires, mais hautes comme ça. D'accord. Et donc là, les Allemands ont tué un de ces gars-là qui était malade et qui refusait d'aller au travail. Alors ils l'ont abattu en arrivant sur le lieu de travail. Et il est enterré au cimetière, dans Plélan-le-Petit, là. Au cimetière, là, il est là. D'accord. Et donc ce baraquement dans lequel étaient les tirailleurs, c'était entouré de grillages, de barbelés? Non, c'était seulement les portes fermées, c'est tout. Il n'y avait pas de triage du tout. Les Allemands possédaient les clés, les fenêtres, personne ne pouvait y passer. Alors donc ils étaient prisonniers là-dedans. Oui. Et donc ce tirailleur qui a été abattu, vous savez où il a été abattu exactement, dans Plélan-le-Petit Il a été abattu au bord des Landes, sur la route de l'Angadian, en face des sapins. Il y a une forêt à droite, et il a été abattu là. D'accord. Et quand il a été abattu, est-ce que par rapport à la commune de Plélan-le-Petit, les alentours, la population a été choquée? La population était choquée, hein. Oui, la population a été choquée. Et vous savez comment les gens ont réagi? Oh bien, les gens, on ne pouvait rien dire contre les Allemands. Hein. Autrement, bon. Ah oui, on était obligé de se taire et de ne rien dire. Et vous, personnellement, à l'époque, vous aviez appris rapidement le décès de cet homme, son assassinat? Le jour même. Le jour même, oui, oui. Et on n'y pouvait rien. Le maire de l'époque, il a fait ramener dans le cimetière de Plélan. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont allés aux obsèques de ce tirailleur? Enfin, les obsèques, il n'y a pas eu d'obsèques vraiment, puisque le maire l'a fait enterrer dans le cimetière, point final. Et donc, parce que les Allemands refusaient toute association pour lui. Voilà, ce sont les Allemands qui refusaient que la population aille aux obsèques de cet homme. Oui, les Allemands ne voulaient pas. D'accord. Et après, les gens dans le secteur, ils en ont beaucoup parlé de cette affaire ou pas? Oui, ça y a fait un petit drame. Oui. Parce que tous ces gens-là, ils allaient travailler des fois dans les fermes, des fermes qui demandaient un coup de main pour le travail manuel. Alors il envoyait 2 ou 3 Sénégalais avec un gendarme bien sûr, un Allemand pour les garder. Mais ils travaillaient à la ferme et ils mangeaient à la ferme également. Alors il y avait toujours en partie, il y avait je ne sais pas combien, 30 à 40 Sénégalais, mais ils aimaient bien travailler dans les fermes. Oui, parce qu'à ce moment-là, ils étaient un peu plus libres peut-être? Un peu plus libres, oui. Et puis avec les gens, ils pouvaient discuter? Ils pouvaient, oui, parler un peu français, oui. Oui. Enfin, c'était une époque. Hein. Et ça leur permettait aussi peut-être aux Sénégalais de manger un petit peu De manger un petit morceau, oui. Bien qu'ils n'avaient pas de lame. Ah non. Et les Bretons mangent beaucoup de lame. Oui, d'accord. À l'époque. Oui, les tirailleurs étaient peut-être... ils étaient chrétiens, musulmans? Est-ce que vous savez qu'ils étaient... Non. On ne sait pas. Peut-être musulmans, mais il avait le chouenne, il n'en voulait pas le lard. D'accord. En fait, ils allaient défricher oui, des landes. Dans les landes, là, oui. Qui n'étaient pas cultivées? Non, c'était pas cultivé du tout. Et depuis, ça a été cultivé.
Et ces landes qu'ils allaient défricher, donc ces hommes, c'est parce que c'était pour les nourrir eux, c'était pour qui qu'ils allaient défricher ces landes? C'était pour les occuper. Pour les occuper, d'accord. Ils travaillaient à la main avec des pioches et compagnie. Ça devait être un travail très difficile alors. Oh oui, c'était comme ça la vie. Oui, oui. Et donc celui qui a été abattu était malade en fait. Il était malade, oui. Il était réellement, il ne pouvait plus marcher, quoi. Et puis, paf, une balle dans la tête, on n'en parle plus. Oui, d'accord. Oui, oui. Oui, les langues, pas toutes les personnes peut-être, mais on a été un peu marqué quand même par ça. Oui. Ah oui, c'était un innocent qui était abattu. Oui, 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 oui. Voilà. Et après, est-ce que les gens ont eu l'occasion de voir après ce drame les autres tirailleurs prisonniers? Non, voyez-vous ce qui s'est passé. Ils n'ont pas été longtemps là depuis. Hein. Ils sont partis. Ils ont peut-être resté là pour 2 ou 3 mois, c'est tout. Hein. Parce que les Allemands avaient bien vu qu'il avait fait une bavure. Parce que la population refusait de vendre les Allemands. Pour ne pas aller au service de travail obligatoire, puisqu'il y avait le STO, on appelait ça. Oui. Parce que j'avais mon frère, moi, qui a été camouflé pendant 3 années, il n'était pas à la maison, et moi, depuis le 2 avril 1944, je devais partir au STO, je m'étais camouflé aussi. Votre frère s'était caché où? Comment? Votre frère s'était caché où? Chez des parents à Saint-Méloire. Il n'était pas loin, mais on n'avait aucune carte de ravitaillement. Rien, non. Et si éventuellement les gendarmes décidaient de vous attraper, vous pouviez être envoyé? Nous avions affaire à de bons gendarmes. À Plaisance, il y en avait 4 à l'époque. Il y en avait 2 dans la résistance. D'accord. Oui, oui. On était... Dans un secteur qui était... Oui, et puis nous étions sûrs avec les gendarmes. D'accord. Et vous alors, vous étiez caché où à partir d'avril 1944? J'étais resté un peu chez nous, mais dès que je voyais une voiture ou un piéton que je ne connaissais pas, je me camouflais, personne ne me trouvait. D'accord. Et non seulement vous aviez échappé au STO par refus d'aller en Allemagne et de participer à l'effort de guerre allemand, mais votre engagement à vous est allé beaucoup plus loin. Vous étiez entré dans la résistance. Ah bien, on est entré dans la résistance. Voyez-vous, j'ai participé au parachutage d'armes et de munitions à l'Écoué. Ça s'appelle l'Aigré. Sur la hauteur... en Jugon. L'Écoué-Jugon. L'Écoué-Jugon. Et donc, j'ai été 3 fois au parachutage et je ramenais des munitions et des armes que je camouflais à la maison chez nous, à la Porte du Clos. Là. Parce que nous avions fait une petite cabane avec mon frère aîné, avant que ça ne soit interdit. On avait défriché 2 hectares de landes qui appartenaient à mon père. Et donc, il y avait de l'ajonc, il y avait des saules, il y avait de tout. Alors, ça avait été défriché avec des chevaux de racines. Et mon frère et moi, on avait mis des poteaux en terre. Et toutes ces racines, on avait mis des poteaux et des traverses sur le haut. On avait mis les racines en côté, en genre de mur. Ça faisait 1 mètre de large. Et sur le haut, on avait un tas de souches. Et pour rentrer, nous rentrions dedans en 4 pattes. Et puis nous mettions 400 racines à boucher l'entrée. Et là-dedans, nous avions nos armes et nous avions la radio. Vous aviez une radio? La radio de la maison que nous avions mis dedans parce que nous devions toutes les radios qui étaient dans les maisons devaient être posées à la mairie.
on n'avait pas le droit d'écouter la radio, surtout sur Londres. D'accord. Et c'est depuis quand que vous aviez l'obligation de déposer votre TSF à la mairie? Eh bien ça s'est passé fin 43, oui, comme ça, début 44. D'accord. Et donc vous faisiez partie de la résistance, mais à partir de quand vous étiez-vous engagé dans la résistance? On a fini, oui. C'était tout début 44, fin 43, début 44. Et quelqu'un vous avait contacté? Comment vous étiez entré en résistance? Il y avait il était sous-officier dans l'armée et il avait déserté quand les Allemands ont pris le pouvoir en France. Et il habitait Bristol ici, Henri Linné. Ah, Henri Linné, oui. Et c'est lui qui était un peu notre chef. Et on était coordonnés par le commandant Jean de Jugon-les-Lacs, que lui, il avait des données précises quand il venait faire les parachutes et compagnie. D'accord. Et vous étiez dans quel mouvement? Les frontières partisans? Vous étiez les gaullistes? Oui. FTP, français, frontières partisans. On avait fait à la maison un échange, on avait garni environ 20 hommes en matériel et munitions. Et quand nous étions donc en parachutage, là, nous revenions avec 20-30 kilos de chacun et nous avions une grenade pendue à la ceinture. Pourquoi? Parce que si nous étions interceptés par les Allemands, on avait comme ordre de découpiller et se foutre à plat ventre dessus. Et pour quelle raison? Ben, il fallait qu'on se tue comme ça pour ne rien dire et pour ne pas être matraqué par les Allemands. Et aucun papier sur soi, jamais. Aucun papier, aucun. D'accord. Et est-ce que vous avez participé à d'autres opérations, du renseignement, des sabotages? Personnellement, ici non. À la Libération, je faisais partie d'une mission pour détecter dans les blocos des Allemands. Par exemple, nous étions, quand les Allemands sont partis de Fresnes, notre groupe est monté à Fresnes. Et là, il y avait des blocos partout. Et nous étions à deux, avec un copain avec moi. On devait visiter tous les blocos avant que les autres n'y aillent. Nous avions une bougie allumée. Et si la bougie s'éteignait, ne pas rentrer. Et je me souviens pour bien, il y avait un dépôt de munitions devant un blocos. Et il y avait un petit canon qui était encore là, qui était placé là pour tirer sur les navires anglais. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans un blocos. La bougie, c'était bien, mais il y avait un second étage en dessous. Alors, on va pour descendre, mais on met la bougie premier. La bougie s'éteint. Alors, on remonte aussitôt. Et 3-4 minutes après, le blocos a explosé. Alors ça veut dire quoi exactement quand la bougie s'éteint? C'est pourquoi? Eh bien, qu'il y avait un gaz nocif à l'intérieur. Il ne fallait pas qu'on y rentre. Parce qu'une bougie, quand on rentre dans une pièce qui est saine, la bougie reste allumée. S'il y a un gaz nocif, la bougie s'éteint. D'accord. Oui, oui. Et là, le blocos a sauté. Les munitions qu'il y avait devant, une partie ont explosé. Il fallait que tout le monde soit rentré ailleurs pour rester à l'extérieur. Ça pétardait sur tous les sens. D'accord. Et dites-moi, comme vous cachiez vos armes à la ferme, vos parents étaient au courant? Oui. Et vos parents vous soutenaient? Ben, il fallait bien. Oui, vous dites il fallait bien, mais donc c'est vous qui aviez mis vos parents devant le fait accompli? Oui. Vous en aviez discuté? On avait discuté un peu, parce qu'avec mon frère aîné, on avait donc fait cette cache-là. Et on y avait mené l'électricité souterrain.
avec des fils pour pouvoir y brancher la radio. Et donc alors, votre frère, vous et vos parents, vous étiez patriotes. Qu'est-ce qui vous avait conduit, qu'est-ce qui vous avait amené à prendre cette décision? Eh bien, c'était mon frère et moi, on avait marre de la vie avec les Allemands. On était vraiment traités comme des abrutis. Le matin, on pouvait se lever à 4 heures, mais le soir, à 9 heures, à dodo. Et personne à sortir. C'était le couvre-feu. Oui. Et qu'est-ce qui se passait pour quelqu'un qui aurait été dehors après donc 9 heures du soir? Oh, ça m'est arrivé, moi. Ma femme habitait ici, là. Elle habitait dans le fond de la cour, là. Et un soir, j'étais parti à me retourner, il était 10 ou 11 heures. Et j'étais à vélo, pas de lumière. Et j'entends, floc, floc. Il y avait 2 Allemands sur la route. Je dis, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai foncé en vélo, j'ai passé entre les 2 Allemands. Ils ont tiré un coup de revolver, je n'en ai pas eu. Et je suis rentré à la maison. Oui. Mais alors c'était dangereux de faire le galant? Ah là, oui. Parce que vous étiez le galant qui allait Oui, voir oui, donc... oui, oui. Ah, fallait vraiment, enfin, j'en foutisse un peu. Vous étiez jeune. Oui, oui. Ouais. Et puis, bon, on avait marre de la vie avec les Allemands. La vie était difficile sur Pélan avec l'occupant, par rapport au ravitaillement, par rapport aux réquisitions. On était toujours un peu, enfin, il y avait le marché noir. Nous, question d'habillement, nous avions une maison à Dinan, la belle jardinière, la maison Luneau à l'époque. La famille Luneau, il y avait 5 enfants. Et ils n'avaient pas à manger tous les jours. Alors, on y était allé, ma mère et moi, avec la voiture de chevaux, pour trouver si on avait un peu d'habits. Et on a convenu d'un amendement. J'avais une tenue et mon frère en avait une autre. Et donc, on leur fournissait du beurre et de la viande, des lapins, des poules et compagnie. Donc en fait, vous faisiez du troc, Ouais. tout simplement. Oui, mais de l'alimentation Oui. pour des vêtements. Oui, voilà, donc un marché Oui. honorable entre Oui, personnes oui, qui enfin, pouvaient s'entraider, du coup. Bref, soit qu'on allait à Dinan, on emportait, soit Luneau venait à vélo et il emmenait à manger du beurre, des poulets, des lapins. Ouais. Fallait se débrouiller. Fallait se débrouiller un peu. Oui. Oui. Et il y avait un cousin de ma mère qui était dans les chemins de fer à Paris. Il avait 7 ou 8 gosses. Et ben, à Paris, toutes les semaines, il venait à la maison, il emmenait 2 ou 3 kilos de beurre, il emmenait des lapins, il emmenait des poules. Tuait tout. Et il emmenait ça pour la semaine. Oui, la vie devait être compliquée sur Paris. Hein. Oh, elle ne devait pas être belle, non. Non, non. Oui, oui. Surtout avec des enfants pour les nourrir.